Khair, bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, je commence mon petit discours improvisé par une question qui s'adresse notamment aux étudiants. On parle de e-revolution. Il y a plus de 30 ans, il y avait une chanson qui a été best à travers le monde qui dit Thinking about a revolution. Qui chantait cette chanson? Tracy Chapman, c'est correct. 1985. Thinking about a revolution. Moi, je vous invite tous, surtout les jeunes, to think about an e-revolution. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une révolution, c'est une e-révolution. Et on en sait quelque chose en Tunisie. La révolution du 14 janvier 2011 était en partie un e-revolution. N'oubliez pas la place de Facebook, de Twitter, des technologies d'information et de communication, utilisées essentiellement par les jeunes pour coordonner leur action, pour s'exprimer, to speak up and to speak out, entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011. Donc j'ai tendance de dire, lorsque je vois e-revolution, ça me rappelle déjà le rôle des TIC dans la révolution tunisienne. C'était il y a moins de 4 ans. Mais aujourd'hui, il y a une autre e-revolution à laquelle on vous invite tous à prendre part. C'est la e-revolution de l'entreprise. C'est la e-revolution de la faculté, de l'université, de l'enseignement. On ne peut plus enseigner comme on le faisait avant. Aujourd'hui, on parle de MOOCs, Massive Open Online Courses. On parle de concepts comme le Inverted Classroom. Ce qu'on faisait dans la salle de cours, on le fait chez soi sur des sites internet et avec du contenu de très grande qualité. On va à la salle de cours pour échanger, pour discuter, pour débattre et non pas pour apprendre. On apprend tout seul, chez soi, ou bien dans une bibliothèque ou ailleurs, à sa vitesse, à sa convenance. Ça, c'est le one-to-one learning. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre à son rythme, à sa façon. Vous avez des compétences, peut-être vous ne voulez pas perdre du temps en apprenant des choses déjà acquises. Donc avancez à votre rythme, à votre guise, mais venez ici pour le présentiel, pour débattre, pour échanger, pour le réseautage, pour partage d'expérience. Ça, on ne peut pas le codifier à travers un site. Donc c'est un exemple de ce qu'on appelle le blended learning. Blended learning. Tirer le meilleur de deux mondes, le monde physique, le monde virtuel. L'un ne remplace pas forcément l'autre. Surtout dans l'économie lorsqu'il s'agit d'objets physiques. On parle de click and mortar strategy. Click, c'est l'internet, c'est le monde virtuel. Mortar, c'est bricks and mortar, c'est le monde physique. On parle de e-logistique, on parle de e-operations. Donc la e-revolution qui est devant nous tous, c'est celle de l'entreprise, celle de l'enseignement, celle de l'économie. On parle d'économie numérique. Où est-ce qu'elle est cette économie numérique? Vous l'avez rencontrée? Vous l'utilisez au quotidien? Comment vous payez vos factures? Comment vous achetez vos billets d'avion, vos billets de train? Comment vous échangez avec les autres? Quel type de transactions vous faites, commerciales et financières? Est-ce par smartphone ou est-ce en faisant la queue dans les bureaux de poste et de la Stèle et de la Solette? Je m'adresse aux jeunes parce que la génération à laquelle j'appartiens, elle a des réflexes qu'on a du mal à changer. Mais les jeunes, on parle de cloud computing. Mais ça, c'est une autre révolution. En anglais, on dit disruptive revolution, disruptive innovation. C'est une innovation de rupture. Ce n'est pas une innovation incrémentale. Peut-être vous ne saisissez pas la portée du cloud computing. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'étais étudiant à votre place, à l'université de Tunis, fin des années 70, mon premier diplôme, c'était l'informatique. J'avais jamais touché un ordinateur. Pourtant, j'ai obtenu un premier diplôme universitaire sans avoir jamais vu ou touché un ordinateur. Pourquoi? C'était le mainframe computing. Les gros systèmes, on n'y accédait pas. On programmait et on préparait des cartes perforées qu'on donnait à un technicien pour qu'il fasse du batch processing le soir ou la nuit. Et on revenait le lendemain pour avoir un listing qui nous dit échec. La ligne 2522, il fallait mettre un point et non pas une virgule. Cherchez cette carte, remplacez-la, remettez, attendez le lendemain le résultat. C'est pas si loin que ça, fin des années 70, il y a 40 ans, un peu plus. Aujourd'hui, vous avez le monde entre vos doigts, le monde. Cloud computing, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de, même
à la limite d'une tablette, mais pas plus. Le PC, qui était une révolution des années 80, c'est loin derrière nous. Aujourd'hui, vous avez avec le smartphone, vous avez une capacité de stockage, une capacité de traitement, accès à n'importe quelle donnée, de n'importe où, et des données qui sont stockées n'importe où dans le monde. Que pouvez-vous faire de cette capacité informationnelle, transactionnelle? Lorsque je dis le monde est devant vous, si vous voulez être entrepreneur, votre marché est le globe. Votre marché est ni votre quartier, ni votre ville, ni uniquement votre pays. Donc, c'est une vraie, lorsque je vois les mots là, a connected world is just the beginning. Bien sûr. This is not the beginning of the end. This is just the end of the beginning. C'est juste la fin d'un début. Si vous avez toute cette capacité informationnelle qu'on n'avait même pas à l'époque, que pouvez-vous faire avec cela? Quelle valeur créer? Comment capitaliser sur ces atouts technologiques? On parle d'Internet of Things. Que veut dire l'Internet of Things? Alors j'étais extrêmement ravi hier en visitant le pôle technologique de Razala et notamment le centre d'innovation Intilab, d'avoir des démonstrations de quelques startups faites par des diplômés de facultés de l'université tunisienne. Il y en a une qui utilise l'informatique des Internet of Things pour optimiser la production des ruches d'abeilles, de passer de 9 kg par ruche à 30 kg par ruche. Ça parle. Il n'y a pas besoin de disserter là-dessus. Comment, de Internet of Things, on met des capteurs au niveau de chaque ruche d'abeilles, on peut même tripler la capacité de production. Et la Tunisie peut être l'un des grands producteurs et non pas être très loin de pays voisins. The Internet of Things en Finlande, pour optimiser certains secteurs agricoles. On met la Smart Tech par arbre, on mesure la pluviométrie, on mesure la substance de l'arbre avant de décider il est mûr pour le couper ou on ne le coupe pas maintenant. Donc c'est one-on-one, arbre par arbre dans une forêt. Et non pas dire c'est la récolte, allez on y va. Ça c'est l'Internet of Things. Donc on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle sans parler évidemment de e-commerce et mobile commerce et e-payment et e-health et mobile health. Des secteurs plutôt classiques. Lorsqu'on parle de ruches d'abeilles, lorsqu'on parle de traitement d'une forêt arbre par arbre, grâce à l'Internet of Things, c'est une autre dimension. Donc on parle de l'innovation de rupture. Think out of the box. Sortir des sentiers battus. Ça, c'est vous, essentiellement les jeunes, qui peuvent le faire. Parce que, comme je dis, peut-être d'autres générations qui vous ont précédé ont certains réflexes bien établis. Ils ont été éduqués dans un moule. Ils ont du mal à sortir du box. They have a hard time to think out of the box. Mais vous devrez pouvoir le faire. Donc, vous êtes les digital natives. Vous êtes ceux, vous avez quoi, 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous êtes nés avec l'Internet. C'est pas que vous êtes nés avec le PC, vous êtes nés avec l'Internet. Vous avez grandi avec l'Internet. Et qu'est-ce que vous faites chaque jour? Combien d'heures vous passez sur les Facebook, sur les Google, sur les Snapshots, et WhatsApp, etc., etc. Certainement quelques heures, si ce n'est pas plusieurs heures. Alors, au-delà d'obtenir des informations et d'interagir et de télécharger des photos, etc., quelle valeur peut-on créer? Valeur économique, valeur marchande, valeur pour la société. Donc, c'est une vraie révolution qui est rendue possible par ces technologies, rendue possible par l'innovation, mais aussi, mon message, c'est soyez entrepreneurs. Là, j'ai vu un slogan qui dit Dream big. Moi, j'ai tendance à dire yes. Dream, believe, achieve. Ayez un rêve, croyez en votre rêve, passez à l'action. Dream, believe, achieve. Tout commence par un rêve. Regardez toutes les inventions technologiques depuis un demi-siècle. Elles ont commencé par un rêve. Quelqu'un qui avait une idée et croyait en cette idée. Qu'a fait Michael Dell? Il a dit, je peux vendre un ordinateur personnalisé. Pas comme les grands du domaine, qui vendaient un PC standard. Et je peux le vendre 20-30% moins cher que les grandes multinationales. Il a commencé dans un coin de garage. Il est devenu numéro 1 mondial dans les PC. Et on peut revoir tant d'exemples autour de nous.
des gens qui avaient un rêve et qui, à l'époque, Dell, qui était le concurrent de Dell, une entreprise qui s'appelle IBM, 1,5 million d'employés dans le monde, une entreprise centenaire. Lui, c'est une personne, Michael Dell, qui a pu détrôner une multinationale qui a 500 000 employés et dont le chiffre d'affaires a dépassé le PIB de plusieurs pays combinés. Un rêve, une détermination, une persévérance. Malgré les premiers échecs, je continue. Et je ne baisse pas les bras. Je tombe, mais je me relève. Et je tire les enseignements de mon échec. Donc, être entrepreneur, mais certains vont dire, bah, moi je préfère être employé par une entreprise établie. Très bien. Mais l'entrepreneurship, c'est un état d'esprit. Vous pouvez être aussi un intrapreneur, pas uniquement un entrepreneur. On parle d'entrepreneurship et intrapreneurship. C'est un état d'esprit. Même si vous êtes dans une structure bien établie, bien en place, et vous n'êtes qu'un élément dans l'organigramme, vous pouvez faire bouger les lignes. Et si vous avez ce rêve, cette grande idée, et votre patron vous dit « Ah, cette idée n'est pas bonne », n'hésitez pas à quitter l'entreprise et la faire vous-même. Tout à l'heure, je parlais avec certains d'entre vous dans la salle, surtout les industriels. Vous connaissez l'histoire de Gemplus en France, à Aix-en-Provence, qui est devenu le numéro 1 de la Plus. Vous connaissez l'histoire de M. Philippe Masse, qui travaillait chez Thomson CSF, qui avait une idée qu'il a partagée avec son patron. Il a de ça 40 ans, peut-être. Il a dit, ben, je crois que l'avenir, c'est les cartes à puce. Donc, on peut, nous, vraiment prendre ça comme une niche, pour fabriquer les cartes à puce. Son patron a dit, je ne crois pas qu'il a marché pour ça. Il a dit, très bien. Il est sorti avec quelques amis, il a créé ce qui est devenu Gemplus, le numéro 1 au monde dans la carte à puce. Donc, lorsque je dis entrepreneurship et intrapreneurship, si vous avez ce rêve, même si l'écosystème autour de vous ne partage pas votre rêve, vous décourage, etc., ne baissez pas les bras. Créez votre propre contexte pour réaliser ce rêve. Et c'est comme ça que l'innovation devient une réalité. Il y a des pays, je ne veux pas les citer, mais vous connaissez qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont des start-up nations par les technologies de l'information et de la communication. Un pays qui est une start-up, l'ensemble d'un pays qui est une start-up. Ça veut dire quoi? Ce pays est devenu l'un des pays les plus avancés au monde grâce aux entrepreneurs qui ont su créer de la valeur à travers les TIC. Pourquoi pas nous en Tunisie? C'est ça la question qu'on peut se poser. Pourquoi Singapour est devenu le IT State, l'État technologie de l'information et de la communication? Pourquoi la Corée du Sud, qui était au même niveau que la Tunisie il y a 50 ans, est devenue le géant mondial à travers Samsung, LG et autres? Pourquoi? Voilà. Une détermination, une vision, un leadership, un management. Vision, leadership, management. Pas plus. Vision, c'est le rêve, c'est le dream, c'est l'ambition. Un leadership, je peux motiver d'autres, je peux les inspirer pour qu'on bouge tous dans la même direction, pour qu'on ne s'éparpille pas. Et puis le management, comment gérer des équipes, comment gérer des projets, comment créer des livrables de qualité. Donc, vous sortez de Subcom, oui, vous êtes des ingénieurs, des scientifiques, des technologues, excellent. Mais gardez en tête l'importance des soft skills. J'ai été pendant 14 ans professeur à l'École nationale des défense et chaussées à Paris. On me disait les soft skills, c'est du blablabla. Je dis non. Le management, la communication, le leadership, la gestion d'équipe, c'est pas du blabla. Parce que dans les écoles d'ingénieurs, on parle mathématiques, physique, modélisation, les sciences dures, les sciences dites exactes. Très bien, c'est le socle. Mais toute cette partie soft skills, si moi je suis l'ingénieur, l'informaticien de grande qualité, mais je ne sais pas comment bien communiquer, comment bien faire du marketing, comment gérer des équipes, comment négocier des contrats, eh bien, je n'obtiendrai pas tous les résultats escomptés. Je ne serai pas optimal, je ne serai pas compétitif à l'échelle mondiale. Donc, mon message aux jeunes étudiants ici, c'est très bien cette compétence technique, scientifique, technologique, mais aussi il faut acquérir une compétence dans ce qui est appelé les soft skills, qui sont en fait des life skills. Si vous savez communiquer, c'est pour la vie. Si vous savez interagir avec les autres, c'est pour la vie. Ce n'est pas juste pour des études, ou pour un diplôme, ou pour un job. Donc, ne dites pas que ça, je peux l'apprendre sur le tas, sur le terrain. Oui, vous pouvez l'apprendre en chemin faisant. Mais combien d'erreurs vous allez commettre entre-temps? Et combien de temps va-t-il vous falloir pour que vous maîtrisez ces aspects-là?
Et en plus, ces soft skills vous permettent de parler avec les gens du business, avec aisance, avec leur vocabulaire, parce que vous le maîtrisez. Donc, ne versez pas dans ce que j'appelle les silos. Moi, je suis subcom, je suis technique, technologie, rien que ça. Non. Ouverture d'esprit. More breadth than depth. Ouverture d'esprit. Je dois avoir un profil arrondi et pas uniquement dans un silo avec un label. Vous êtes subcom. Donc, je ne vois en vous que l'expert en télécom. Non, vous pouvez voir en moi aussi l'expert en d'autres domaines. Ou la personne qui peut parler aussi business et management. Et je peux être le leader de mon équipe, etc. Donc ça, c'est très, très important. Malheureusement, nous avons une session exceptionnelle au Parlement ce matin pour la discussion du budget 2015 et des questions à chacun des ministres là-dessus. Donc, soft skills, mais aussi le leadership skills, je crois que les deux vont ensemble. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Nous avons, comme vous le savez, le PNS, le Plan National Stratégique Tunisie Digitale, pour les 5 prochaines années. Évidemment, les cloud computing, Internet of Things et le Big Data ont toute leur place dans notre stratégie Tunisie Digitale parce que, je dis souvent, les entreprises ont dans leur mur des mines d'or qui s'appellent des données, des Big Data. Et elles ne tirent pas de la valeur de données stockées dans les divers départements. Donc rien qu'en essayant de tirer plus de valeur de ces données, on peut mieux connaître ses clients, on peut mieux connaître ses produits, on peut mieux personnaliser la relation. Nous sommes dans un monde de personnalisation. Aucun client ne vous restera fidèle si vous vendez un produit générique standard. Le client ne restera avec vous que si vous saurez personnaliser la relation, le produit, le service. Pour ça, il faut utiliser les big data. Il faut savoir tirer justement les enseignements qui sont stockés dans des systèmes informatiques. Donc le PNS, notamment le côté infrastructure, le cloud computing, c'est comment transformer évidemment le CAPEX en OPEX. Comment transformer l'acquisition de matériel, de logiciels, de capacité de stockage, comment transformer cet investissement-là. Je ne le fais pas ça parce que le cloud computing me donne la capacité de traitement, la capacité de stocker, etc. Et les supercomputers, et les super servers. Par contre, moi, en tant que PME, PMI ou start-up, je vais transformer ce qui était avant un investissement en CAPEX, je vais le transformer en OPEX, en opération. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir. Si le cloud computing a beaucoup de retombées positives pour une grande entreprise, une multinationale, imaginez le très grand impact que le cloud computing a sur les PME, les PMI et même les TPE, les très petites entreprises. C'est pour cela que je dis, avant, l'informatique était un frein pour les entrepreneurs, pour les toutes petites structures. Aujourd'hui, ces très petites structures ont la même capacité informatique potentielle que les multinationales. Donc, il y a ce qu'on appelle un level playing field. Cette révolution du cloud computing a créé un même niveau de concurrence entre les géants et les grands, et les petits et les très petits, grâce au cloud computing. C'est une chose inouïe. Donc, encore une fois, le message c'est comment peut-on bien opérer dans ce nouveau contexte grâce à cette e-revolution que je viens de citer. Et évidemment, le cloud computing, comme vous le savez, on paye à la consommation. On n'a pas besoin d'acheter ces serveurs et ces logiciels ERP et autres. On peut les utiliser, les louer chez les fournisseurs de ces services cloud computing. Et moi, en tant qu'entreprise, je paye à la consommation, paye per use business model. Ça change complètement la donne. C'est comme l'électricité. Si j'allume cette salle, le compteur se met en marche. Si j'éteins, il s'arrête. Je monte dans un taxi, le chauffeur déclenche un compteur. Je descends, il arrête et je paye à la course. Je paye à la consommation. L'informatique aujourd'hui, c'est le même système. Ce qu'on appelle le sharing economy, c'est l'économie du partage. Ces serveurs sont partagés par tant d'utilisateurs. Avant, chacun devait avoir ses propres serveurs, ses propres logiciels. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle rupture qui s'appelle the sharing economy, l'économie du partage rendue possible par l'Internet et les technologies. En France, c'est l'exemple du Vélib, c'est l'exemple de l'Autolib. Vous n'avez plus besoin d'acheter votre voiture.
pouvez partager des voitures entre utilisateurs. Et tout ça est géré par un système informatique. Chaque fois que vous prenez une voiture d'un garage, il sait que c'est vous. Aujourd'hui, à telle heure vous l'avez prise, vous la rendez le lendemain ou dans une semaine, et vous payez par consommation, par utilisation d'un vélo, d'une voiture, d'un système logiciel, d'un serveur. Donc on se dirige de plus en plus vers pay per use, pay per consumption, ce qui évidemment baisse énormément les frais d'utilisation de ces systèmes-là. On n'est plus dans des frais d'acquisition, on est dans des frais d'utilisation tout simple. Donc, c'est un nouveau monde, ça c'est clair. Make the best out of it. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, think big, start small, scale fast. Ayez cette grande idée. Commencez petit, soyez humble, soyez modeste, testez, apprenez, repassez vers le nouveau test. Une fois que ça commence à tenir la route, scale fast. Il faut évidemment, c'est l'échelle qui compte, parce qu'après il faut atteindre des économies d'échelle, il faut atteindre un impact. Donc c'est le message que je donne aux jeunes. J'aurais bien voulu aimer, adorer être à votre place, avoir 20 ans aujourd'hui, parce que c'est un monde qui n'existait même pas il y a 20, 30 ans. C'est un monde magnifique, plein d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Bonne chance à tous. Merci, monsieur Nassim, merci beaucoup pour ce discours très motivant, en fait, très captivant, merci. Merci aussi à notre directeur pour ce mot d'ouverture et à notre